Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'univers de Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit. Alors vous nous voyez, on est en configuration un petit peu spéciale puisque je suis dans ma voiture sur le parking en bas des pistes de la Moselaine à Gérardmer puisque j'avais pris quelques jours de vacances. Donc voilà, je risque peut-être une petite amende de 135 €. Vous voyez, derrière moi, il fait nuit, mais c'est pas grave. On est là pour enregistrer Lens Foot. Contrôle en live. Hein. Pardon. Je lancerai un direct s'il y a un contrôle. Hein. On y va, regardez, ils sont là. On va les saluer. La Dream Team des consultants sang et or. Franck Quedru, Rémi Buisine, Johan Lachor et Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Ça va les copains? Yes, ça va toi? Nickel. Bon, on va démarrer l'émission les amis. Alors une émission chargée qui va durer donc un petit peu plus longtemps que d'habitude puisqu'on va revenir sur le match nul face à Angers, on va le débriefer avec quelques tacles par derrière et puis on va bien évidemment longuement s'attarder sur cette belle victoire face à Saint-Étienne, 3-2 avec les cafés crème bien évidemment. Et dans l'actu Lens Foot, on se posera une question, quel est le nouvel objectif du RC Lens maintenant que le maintien est obtenu? On a posé la question aux supporters sang et or sur lensois.com. On verra leurs réponses et on connaîtra surtout la réponse de nos consultants. Tiens, pour démarrer, mon cher Franck, Mika, supporter, nous a envoyé une photo de toi. Alors, je vous l'ai envoyé. Il est beau comme tout. Alors, je ne sais pas à quand est-ce que remonte cette photo, mais en tout cas, on a appris qu'il y avait un stade à ton nom, le stade Franck Quedru, joueur de foot professionnel de 97 à 2013. Très très belle photo. Franck, c'est où et comment et c'était quand ça? En fait, c'est un petit village à côté qui s'appelle Salomé. Et c'est le président actuel m'a demandé de faire l'inauguration du stade et que le stade porte mon nom. Donc, écoute, j'ai accepté. C'est un honneur. Sylvain, ça fait bizarre d'avoir un stade à son nom de son vivant. Ça fait pas bizarre, Franck? Ça, c'est la classe. C'était la mort de ma carrière. Yo, t'as pas de. Il n'y a pas un stade, Yo? Alors moi j'ai pas un stade, moi j'ai un vestiaire. J'ai des vestiaires qui sont à mon nom, mais voilà, pas de stade. Voilà. Ah, les vestiaires, Johan Lachor. Ils sont où ces vestiaires? À côté de chez moi. C'est à Vandalay-Béthune en fait, mon village. Rémi Buisine, il a des toilettes à son nom. Mais attention, toilettes à l'Élysée à côté du bureau d'Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Voilà, des toilettes VIP. Bon, tiens, on continue notre petit tour du monde, comme on le fait depuis 2-3 émissions avec les messages des supporters, les expatriés, supporters sang et or. Ça prend de semaine en semaine, on reçoit donc des messages. Regardez, on continue donc avec Émile qui nous envoie un petit message. Lensois de naissance, j'habite à Trieste, en Italie. Depuis 1991, je suis fier du Racing et j'ai créé un groupe multinations de supporters. Mon grand-père a participé en 36 à l'irrigation. À l'inauguration à l'irrigation du stade Bollaert. Ah ouais. Ça peut servir. L'irrigation. Et il était plombier. Ensuite Alexandre, mon petit plaisir d'après-match, Lens Foot, je vis en Thaïlande les gars, depuis 9 ans et supporter du RCL depuis 94, super de vous suivre de là-bas, continuez s'il vous plaît. Donc et ensuite il met un petit coucou en thaïlandais, je ne parle pas le thaïlandais, Sawasking Krap, voilà, ça doit être à peu près ça. Et puis on a également Stalinovic, merci à vous Lens Foot, actuellement en Italie à Gênes, je bosse sur la rénovation d'un 3-mâts de luxe. Je vous écoute en bossant, c'est le bonheur. J'ai 21 ans et je suis Lens depuis tout petit. Le premier match que j'ai vu à Bollaert, c'était le 29 avril 2006. Donc voilà, on est encore une fois de plus en plus écouté à travers le monde. Donc au menu de Lens Foot, je vous l'ai dit, on y va? Vous êtes prêts les copains? Yes, parfait. C'est parti, on commence par le café crème jingle. Lens Foot. Le café crème et le tacle par derrière. Alors, qui a été élu café crème des supporters contre Angers, bien évidemment. Ensuite, on parlera de Saint-Étienne. Alors, le café crème, alors là, c'est le phénomène, s'il vous plaît. J'allais dire Johan Lachor. Pas trop.
Jonathan Klaus qui a été élu Café Crème. Regardez, 86%. Jonathan Klaus qui avait fait un match franchement phénoménal, les gars. On va regarder ses stats. Regardez, premier but donc sous nos couleurs, 63 ballons touchés contre Angers, 75% de précision de passe, 15 centres, 7 duels gagnés sur 9 joués, 2 interceptions. C'est tout simplement phénoménal. Jonathan Klaus qui marque dans son premier but lensois, au vu de son mois de février. Sylvain, est-ce que Jonathan Klaus a les chances d'être nominé par la Ligue là, pour le trophée du joueur du mois de février, vu ses prestats? Je pense, parce que les stats, elles sont impressionnantes. Après, moi, j'avoue qu'il manque un peu de recul par rapport aux autres clubs, parce qu'on est quand même très club de Schnorr, très Racing Club de Lens. Mais par rapport à ses chiffres et par rapport à ce qu'il donne dans son couloir, par rapport à tout le buzz qu'il y a autour de lui et par rapport au côté spectaculaire de ses prestations, ouais, je pense qu'il peut mériter un petit top 3. Franck, au vu de ses prestations, pour toi, c'est le joueur qui a brillé sur ce mois de février dans tout le championnat? Dans tout le championnat, j'ai envie de dire au moins dans Lens et dans le championnat forcément, parce que les résultats ont été avec. Il n'est pas tout seul à Lens à avoir fait un gros mois. Seco aussi a fait un gros mois, mais je pense que tu vois, la nomination ne serait pas imméritée. Regardez, ensuite on va savoir ce que pensent un peu Rémi et Yo. Regardez les stats folles de Jonathan Klaus. Parmi les défenseurs de tout le championnat cette saison en Ligue 1, Jonathan Klaus est deuxième au niveau des passes décisives, avec 4 passes décisives. Il est deuxième défenseur du championnat sur les tirs cadrés avec 9 tirs cadrés. Troisième sur les occasions créées avec 32. Deuxième avec les centres réussis, 34. Et c'est le meilleur défenseur au niveau de la récupération dans les 30 derniers mètres avec 17 récupérations. Jonathan Klaus, c'est pas tout simplement l'un des meilleurs latéraux, pour ne pas dire le meilleur, Rémi? L'un des meilleurs, oui. Je pense que sur cette saison, il n'y a pas de doute. Et en plus de ça, depuis le début de saison, on l'a découvert. Il faut dire qu'il a un parcours atypique. Il arrivait de D2 allemande à son âge. C'était pas forcément évident au départ. Et au final, de mois en mois, il ne cesse de nous bluffer. Ça veut dire qu'on en parle en bien depuis le début de saison. Et en fait, il franchit des caps à chaque fois. Et il est hyper complet. C'est-à-dire que là, les statistiques que tu donnes, c'est autant défensif qu'offensif. Donc c'est sûr que cette saison, c'est clairement l'une des révélations du championnat de France, on peut le dire aujourd'hui. Yo, il te séduit toujours autant, Jonathan Klaus? Oui, encore une fois, il a le profil du latéral moderne, avec un système qui lui convient parfaitement au Racing Club de Lens. Lens qui est sur une dynamique là sur le mois de février assez incroyable. Je veux dire, nous évidemment, on trouve que c'est une équipe qui marche fort, mais quand on regarde un peu tout le championnat et quand on entend un peu sur d'autres radios, sur d'autres émissions, je veux dire, Lens est quand même l'équipe pour moi en forme et l'équipe en tout cas qui a le plus d'impact sur le club. Et Jonathan fait partie de cette équipe-là avec un mois de février qui est particulièrement efficace. C'est quand même sensationnel. T'es 5e de Ligue 1. T'es 5e de Ligue 1. Et tu regardes. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, Sylvain. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Et la première équipe, parce qu'il y a un gros noyau qui se dégage dans le championnat avec Paris, Lille, cette année, Lyon. Mais après, t'as qui? Après, c'est Lens, quoi. Après, c'est Lens. Voilà. Et donc, c'est quand même. On va de plus en plus parler du Racing Club de Lens d'un point de vue national. C'est-à-dire que ce qui est pour nous une évidence depuis le début de saison, c'est parce que nous, on regarde les matchs du Racing et on est passionné par ce club. D'un point de vue national, il y en a beaucoup qui sont en train de le découvrir ces dernières semaines parce que le Racing, on en parle quand même. Enfin, je veux dire, il y a quelques semaines, on avait le débat quand Lens gagne à Marseille, où on parle finalement que de Marseille et pas de Lens. Ce sera toujours un peu comme ça, mais finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y aura de plus en plus de sujets et un focus sur le Racing parce que là, quand tu es 5e dans quasiment la dernière ligne droite du championnat, c'est quelque chose qui attire les regards et les curiosités. Et par exemple, moi, je le vois sur les conférences de presse où tu vas à l'extérieur. Là, j'étais à Angers, je suis allé à Saint-Étienne et ça a été le cas à d'autres endroits. Au tout début, tu avais des confrères pour la presse nationale qui étaient là, qui écoutaient religieusement ce que disait Francaise et qui après ne remontaient pas forcément des extraits des conférences de presse parce que ça n'intéressait pas les rédactions nationales. Là, aujourd'hui, ça fait quelques semaines, les questions sont toujours les mêmes. Le système de Francaise, ce sens collectif, cette équipe qui apporte beaucoup de spectacles, parce que de plus en plus, au niveau national, on est en train de se dire, il se passe quelque chose à Lens, il faut s'intéresser à cette équipe, il faut s'intéresser à ce jeu, et il faut s'intéresser à cet entraîneur. Et cette 5e place n'y est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, cette 5e place, elle est symbolique d'une qualification européenne. Et là, était derrière les 4 majeurs. Donc voilà, aujourd'hui, au niveau national, Lens a enfin cette fenêtre médiatique qu'il mérite.
Donc ça, c'était le café crème du match contre Angers. D'un joueur monstrueux, les copains, on passe à un autre joueur monstrueux qui a donc été élu café crème contre Saint-Etienne. Vous vous en doutez, c'est bien évidemment Fofana, haut la main avec 76% de voix sur Arnaud Kalimuendo, deuxième avec 20%. Alors, Seko Fofana, les copains, quel match, quel bison, j'ai envie de vous dire. Au four et au moulin, les stats, c'est fou. 46 ballons touchés, 80% de précision de passe, 4 duels gagnés. On a du 2 passes clés et des actions de grande classe. Mon cher... Il y a une stat que j'aurais voulu, Cyril, c'est dommage qu'on peut-être pas, mais la distance parcourue par Seko à ce match. Parce que j'en parlais justement avec Aledin Yaya, qu'on a regardé le match à deux. La distance en kilomètres, on se demandait à peu près combien il avait fait. Ça aurait été intéressant de le savoir. Johan, Monsieur Fofana sur ce match, il a été grandiose. Ouais, incroyable. Et puis un impact comme il sait faire avec de l'efficacité. Je veux dire, c'est vraiment un joueur qui est capable de casser les lignes par la percussion, pas simplement par les passes. Et il a un réel impact sur l'équipe. Enfin, je veux dire, il est déstabilisant, il est difficile à prendre parce qu'il a un gabarit qui impose quand même pas mal. Je pense qu'il est solide sur les premiers appuis. Difficile de contrecarrer ce genre de joueur. Et voilà, il est, j'ai envie de dire à l'image de Lens, mais peut-être depuis le début de saison, en pleine bourre, quoi. Sylvain Charlet. C'est ce Seko Fofana-là que tu veux avoir chaque semaine. C'est ce Seko Fofana sur lequel tu as investi 10 millions d'euros, à qui tu as offert le plus gros salaire du vestiaire. Voilà, c'est celui-là qui doit emmener l'équipe à côté de Kakuta, à côté de Sotoka, à côté de Badé, à côté de Doucouré. Voilà, c'est celui-là qu'on a envie de voir toutes les semaines. C'est pour celui-là, pour ce joueur-là, qu'on a patienté, et à juste titre, cette fameuse montée en puissance pour lui laisser le temps de se remettre physiquement et de s'intégrer totalement dans le collectif. Franck. Ouais, je reviens sur Fofana. En plus, il est imprévisible, c'est-à-dire qu'il n'est pas stéréotypé dans son jeu. C'est-à-dire autant il va alterner la simplicité, une ou deux touches, et ça va jouer simple. Et de temps en temps, il va surprendre l'adversaire en allant percuter la ligne défensive et en cassant cette ligne et de créer le surnombre comme la passe D sur Kalimuendo, par exemple. Il avait dit en arrivant à d'y être, je crois qu'on y est aujourd'hui. Clairement, il est à son top niveau. Je crois qu'aujourd'hui, là, il a réussi à élever son niveau de jeu, à montrer vraiment la plénitude de ses moyens sur ses derniers matchs. Je veux dire, on avait tous été parfois un peu sur notre faim, à juste titre, de par l'attente de son transfert avec ce qu'il avait montré ces dernières semaines avant d'arriver à Lens avec l'Udinese. Et là, tu vois qu'il est vraiment au top. Alors, je pense qu'il a encore une petite marge de progression, mais tu vois qu'aujourd'hui, tu as Kakuta qui est plus là, ou en tout cas qui est moins en forme, qui était blessé, qui n'était pas présent hier. Il arrive justement à prendre une plénitude pour justement réussir à se projeter vers l'avant et apporter quelque chose qui manque au Racing avec la baisse de forme et la blessure maintenant de Gaël Kakuta. Donc c'est vraiment un joueur hyper précieux. Justement, pour terminer, je voulais vous demander, est-ce qu'à votre avis, Seko Fofana a encore une marge de progression? Parce que là, le mec, il vole sur l'eau, quoi. C'est quand même incroyable, Sylvain. Oui. Il marche sur l'eau, peut-être? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est mieux. Non, mais c'est encore mieux. Ce serait sur un t-shirt, il vole sur l'eau. Le mec. Sur l'eau. Sylvain. Il a un foil comme les catamarans du Vendée Globe, en fait. Voilà. Dès qu'il accélère, il est sur des foils, en fait. Non, sa marge de progression, c'est peut-être l'efficacité face au but. Voilà, parce que ces stats, elles sont intéressantes, mais c'est un joueur, au vu de ce qu'il te propose, il peut t'en mettre 10 dans une saison. Dans l'histoire des joueurs comme ça, box-to-box, après, je vais prendre un joueur excellent. Un Frank Lampard, c'était un joueur qui était capable de défendre, de jouer vers l'avant et de marquer 10 buts dans une saison. Peut-être qu'un jour, Seko mettra 10 buts dans une saison. Tiens, pour clôturer le sujet sur Fofana, on va déjà regarder le classement donc des cafés crème avec les 2 matchs pris en compte, plus un café crème du match contre Marseille, parce qu'on n'avait pas fait d'émission et on a été attrapé par la brigade des supporters qui nous ont dit « Attention, vous avez oublié le café crème contre Marseille ». C'était donc Fofana
qui avait récupéré ce café crème. Ce qui donne au classement Seko Fofana, largement seul en tête avec 5 cafés crème. Jonathan Klaus, 3 cafés crème. Ensuite, on a le wagon des 2 cafés crème avec Loïc Badet, Arnaud Kelimwendo, Gaël Kakuta, Florian Sotoka. Et le wagon à 1 café crème occupé par Ismaël Bourra, Steven Fortes, Jean-Louis Leca, Medina et Clément Michelin. Pour clôturer. Ça résume bien. Je trouve que ça résume bien ces cafés crème la saison, là, depuis qu'on a pris le. Et c'est pour ça qu'on les a créés. Oui, exactement. Ouais, c'est bien. C'est un bon concept. Hein. Ouais, c'est pas mal. Pour clôturer sur Fofana, quoi de mieux que des messages de supporters? Regardez, j'adore, je suis fan de ces tweetos. On a Sheldon McFly qui écrit café crème pour Seko. Quel match, le mec, il est partout. Il a un coffre, on dirait un Discovery de Land Rover. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'adore. On a Kegal 62. Sérieusement, Fofana, c'est pas un humain, qu'on arrête de nous dire que les extraterrestres n'existent pas, s'il vous plaît. On a AVM, Seko, quel homme, l'homme du match, la poutre du match. Moi, je connaissais la poutre de Bamako. La poutre du match, l'homme de ma vie, il a uriné sur le chaudron en toute amitié. Voilà, c'est du second degré, bien évidemment. Allez, on passe au débrief, jingle. Lance foot. Le débrief. Alors, on va revenir sur le match nul pour démarrer contre Angers avec. Alors, on va faire un petit débrief contre Angers, puisque l'actu chaude, c'est Saint-Etienne, mais on va quand même revenir, j'y tenais, avec quelques tacles par derrière. Il y en a 3. J'aimerais qu'on parle de Medina et plus généralement la défense face à Angers, de Kakuta qui était malheureusement en dedans, et puis de Franck Hez pour ses changements un peu tardifs. Alors, on commence par la défense, les copains. Comment expliquer le premier but? Qui est le fautif sur cette action face à Angers, Sylvain? Moi, j'étais au match et après le match, on a écouté Loïs Diony, l'attaquant qui marque. Et en fait, lui dit au début, j'y crois pas. Et puis en fait, je me rends compte que Badé, il marche et qu'il semble pas très très concerné par ce qui se passe. Et donc, je me dis, ah bah là, il faut peut-être que j'y aille. Donc là, il y va. Donc pour moi, je pense qu'au départ, Badé est le premier responsable. Et puis après, j'ajoute Medina parce que les deux, en termes de communication, je ne sais pas ce qu'en penseront nos spécialistes défensifs. Pour moi, les deux, ils sont à la rue sur ce coup-là. Franck et Johan. Ouais, alors moi, je ne comprends pas. Moi, je dirais Baldé au départ, parce que c'est vrai qu'il a une attitude qui est surprenante et un peu laxiste. Je rejoins Sylvain par rapport à ça. Et ensuite, il y a l'incompréhension de Medina, qui pour moi est vachement loin de l'action, qui n'a pas anticipé un peu justement ce long ballon. Donc, je dirais au départ Badé, mais après, voilà, je rejoins Sylvain. Je pense que les deux ont une part de responsabilité sur le but. Franck? Ouais, je pense qu'à ce poste-là, les deux sont responsables pour moi. Parce qu'à ce poste-là, tu dois être dans l'urgence. Tu vois un ballon, tu y vas. Il vaut mieux être 2 contre 0 et être à la lutte. Pour moi, Diony, déjà, il était à côté de Medina. Quand le ballon non, mais ils ont 5 mètres d'avance au départ. Hein. Ben, c'est ça. Ah oui, Medina, et je pense que Medina n'y va pas tout de suite parce qu'il pense que Loïc va y aller. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est les deux comme ça. Mais après... Et à la fin, ils sont tous les deux en retard et on se fait. Enfin, sur un long ballon comme ça, c'est surprenant parce que je trouve que vraiment Badé, il met vraiment beaucoup de temps à se retourner, il y va tranquille. Alors, est-ce qu'il pense qu'il y a quelqu'un derrière lui? Est-ce qu'il pense que Jean-Louis Leca va sortir? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'attitude. Il ne peut pas là. Non, mais voilà, mais après, voilà ce qui se passe dans sa tête. Il y a 2 défenseurs qui est là contre un attaquant. Qu'est-ce qu'il va faire le gardien? Essayer de sortir et faire une cagade? Et moi, ça m'a fait penser. Il a raison. Et après, il doit aller tuer par contre. Ça m'a fait penser, et je ne sais pas ce que vous allez dire aussi là-dessus, Franck et Johan, mais ouais, ça me fait toujours penser ce type de comportement au propos de Lilian Thuram que j'avais croisé à plusieurs reprises quand il était en équipe de France, forcément. Et il parlait de son rôle de défenseur en disant, moi, défenseur, je me mettais une obligation, c'est-à-dire que je ne marchais jamais. À minima, je trottinais. J'étais toujours en éveil, en fait. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, en fait. Ça m'a toujours marqué ces propos de Lilian Thuram. C'est ce que je dis, d'anticiper. C'est être dans l'urgence. C'est-à-dire, c'est ce que j'en reviens au truc, ce que je disais juste avant, en fait, d'être dans l'urgence. Ça veut dire ça, c'est d'être alerte tout le temps. Il y a un ballon, tu y vas, tant pis. Il faut mieux être 2 défenseurs et puis et se parler après que attendre la réaction de l'autre. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est toi, tu dois prendre la responsabilité tout de suite. Tu dois être dans l'urgence. Et en tant que défenseur, il y a vraiment l'anticipation qui est vraiment à prendre en compte. Donc, il y a cette phase, encore une fois, en fait, quand on apprend aux jeunes, on leur apprend de savoir déjà si l'adversaire est cadré ou pas cadré, s'il peut jouer long ou pas.
Et à partir de là, l'attitude est différente et le positionnement du corps est différent aussi. Donc, et là, sur le coup, il y a un jeu long, enfin, le ballon qui part de très loin. Et il est face au jeu, il n'a pas d'anticipation, il se retourne, on sent qu'il ne sait pas trop quoi faire. Et voilà, et c'est vrai que, comme le dit Lilian Thuram sur le coup, c'est d'être en éveil tout le temps, ça permet d'être en anticipation de ce qui va se passer, essayer d'avoir un coup d'avance sur l'attaquant ou sur le jeu. Alors, moi, j'aimerais savoir, tiens, Rémi, donc Lens a encore payé, cache ses erreurs. Comment, franchement, on peut y remédier? Rémi? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très dommageable. Hein. Tu commences super bien le match, au bout de 3-4 minutes, tu te plombes. Parce que franchement, on était bien rentré dedans. C'est pas comme si tu es mené 2-0 au bout de 10 minutes et qu'en fait, tu étais catastrophique. On rentre dans le match, on est cohérent et en fait, tu te rends compte que c'est. Ils ont 2 actions au début. Dès qu'il y a une erreur en Ligue 1, tu le paies cash directement. Et en fait, tu as beau avoir un jeu flamboyant où tu as une maîtrise très importante dans le jeu, dans la possession, dans les passes. Eh bien, la moindre erreur de concentration, c'est ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à la défense de ne pas être talentueuse, de ne pas être rigoureuse. Il y a quand même une bonne défense et on le dit quand même régulièrement, mais il y a encore des fautes d'inattention, des fautes. On va dire parfois, c'est peut-être le côté inexpérimenté qui arrive parfois aussi, les soucis de communication. Hein. Je veux dire, là, clairement, on parlait de la responsabilité, elle est partagée, mais c'est un souci de communication et ce n'est pas la première fois que ça arrive, où on se regarde un peu et finalement, voilà, on se prend un but et être mené 2-0 au bout de 10 minutes, quand on commence bien le match finalement, c'est presque une faute professionnelle. Allez, pour terminer sur la défense, Sylvain, mot de la fin. Juste te dire, tu vas me dire, je ne suis pas vraiment sur la défense, je suis sur l'état d'esprit général, c'est-à-dire qu'à 2-0, moi pareil, je commente le match et je me dis, non, pas possible. Tu l'as dit, Rémi, l'entame, elle est bonne et tu dis, non, mais c'est pas possible. Ils nous ont plombé le match. Mais d'un autre côté, avec cette équipe, tu sais que tout peut arriver. Et même à 2-0, tu te dis, les mecs sont capables de revenir. Et ça, c'est quelque chose que tu peux vivre avec très peu d'équipes aujourd'hui. Moi, à 2-0, je me dis, s'ils marquent, on ne sait jamais, hein, tout peut se passer. Et c'est arrivé. Mais avec le Racing, c'est quasiment ça à chaque fois. C'est-à-dire que tu es mené, il y a plein de fois dans la saison, il y a eu Reims, il y a eu Marseille aussi. Et en fait, tu te dis, il y a même plus de chances qu'on revienne au score que ça reste ainsi. Donc, il y a une force mentale dans cette équipe qui est quand même à saluer, quoi. Une force mentale et un jeu. Pardon, excusez-moi. Non, vas-y, Johan, termine. Non, j'ai une force mentale et une qualité de jeu portée vers l'avant. Enfin, moi, je constate, quand je regarde les autres matchs des autres équipes, c'est beaucoup plus attentiste. C'est vraiment plus dans une sorte de gestion. On essaye de contrôler un match un peu à la City ou au Barcelone d'antan, mais sans cette volonté d'aller marquer des buts. Alors que Lens, on sent qu'il y a cette volonté à chaque fois qu'ils ont le ballon de vouloir aller vers l'avant, de vouloir aller marquer un but. Et je pense que c'est ça qui permet aussi, alors de temps en temps, effectivement, il y a des erreurs d'inattention, mais c'est ça qui permet aussi de revenir au score. Et on le voit, il y a quand même beaucoup de buts marqués, il y a beaucoup d'actions. Enfin, je veux dire, c'est quand même un jeu qui permet ça, quoi. Allez, le mot de la fin, Rémi Buzine. Ensuite, on enchaîne. Pour rebondir sur ce que dit Johan et qui est intéressant, c'est que en fait, tu as une sérénité dans ce jeu. C'est-à-dire que même quand tu es mené 2 ou 3-0, en fait, tu gardes ta simplicité, tu gardes ton jeu comme si on était à 0-0, il n'y a pas de panique, on continue de poser le ballon, on ne balance pas les ballons loin devant, et c'est ça aussi, c'est cette force de caractère, je trouve aussi, de garder la même sérénité pour poser le jeu. Allez, autre tacle par derrière sur ce match face à Angers, c'est Gaël Kakuta. Regardez le message de Merguez Party. Gaël Kakuta, à côté de ses pompes depuis plusieurs matchs, le fait. Est-ce que c'est parce qu'il joue trop, beaucoup moins percutant, mauvais choix, manque de lucidité? Je le trouve de plus en plus en difficulté. Clairement, comment expliquer la baisse de régime de Gaël Kakuta, les copains? Doit-on le mettre au repos, Johan? Comment expliquer? Après, voilà, il faudrait être un peu plus en connexion avec lui pour savoir. Mais je veux dire, on sait déjà que Gaël n'a pas une grosse caisse physique. Hein. Je veux dire, on va pas refaire sur tout son parcours professionnel, mais voilà, il n'a pas eu la formation qui lui permettrait, je pense, de tenir longtemps dans la saison. Donc, on sait qu'avec un Gaël, que ce soit dans les matchs, au bout de 65-70 minutes, ça commence à être dur. Et je pense qu'une saison, pour lui, c'est long aussi. Surtout, il a été beaucoup sollicité, il a beaucoup joué, il a été hyper influent. Et je pense qu'il est dans sa période un peu creuse maintenant avec tout ce qu'il a fait depuis le début de saison. Voilà, il ne faut pas être trop sévère avec lui, le laisser passer cette étape-là. Voilà, et puis donc le laisser un peu au repos, le faire jouer aussi parce que le mettre qu'au repos, ça ne sera pas bénéfique non plus pour lui. Voilà, mais le gérer peut-être en le faisant rentrer en fin de match sur 2-3 matchs et après ça va revenir. Mais voilà, je ne suis pas inquiet par rapport à lui parce que c'est vraiment un joueur de talent, quoi. Franck Quedru.
Je voudrais juste ajouter à ce qu'a dit Johan. Moi, je pense aussi qu'il a eu un petit pépin au genou. Donc, je pense qu'il joue avec peut-être un petit a priori et je pense qu'il ne joue pas libéré. Ouais. Et donc, forcément, ça se ressent tout de suite sur les performances. Voilà. Mais c'est pour ça que moi aussi, c'était mon tacle par derrière, mais juste pour une baisse de régime, pas pour une performance générale. Ok, très bien, les copains. Un mot pour clôturer Kakuta face à Angers et puis généralement sa baisse de régime, Sylvain, Okay. Rémi. Bah ouais, je pense que là, il va falloir le faire souffler un petit peu. Je pense qu'il sera judicieux de peut-être le reposer encore en Coupe de France samedi au Red Star. En plus, ce sera un terrain synthétique, donc voilà, il a un petit souci au bassin, donc je pense qu'il faut se reposer et le retrouver face à Metz la semaine prochaine. Juste un chiffre, il n'a plus été décisif depuis la fin du mois de janvier. En fait, la dernière fois qu'il a été décisif, c'était lorsqu'il avait marqué face à Montpellier le 30 janvier. Donc voilà, on a hâte de retrouver le Kakuta qui est le joueur le plus décisif du Racing depuis le début de la saison. Puis il a été extrêmement sollicité et puis c'est aussi son parcours, sa carrière. Quand on regarde toutes ces dernières saisons, c'est ce qui était parfois reproché dans ses anciens clubs, c'est qu'il y avait parfois des gros trous d'air et qui étaient assez longs. Je sais que notamment du côté d'Amiens, ça lui était reproché parfois d'avoir 1 ou 2 mois assez compliqués. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant parce que quand c'est un joueur de ce talent-là, on a toujours envie qu'il soit au top et il nous régale. Mais après, il faut aussi un peu d'indulgence parce qu'il donne aussi énormément depuis le début de saison et nul doute qu'il réussira à revenir assez rapidement. Mais je pense que de le faire reposer encore peut-être quelques matchs pour qu'il puisse revenir mieux plus tard, c'est peut-être une bonne solution aussi. Alors, autre et dernier tacle par derrière pour le débrief de ce match face à Angers. Eh bien, nous allons parler du coaching. Ça a fait beaucoup parler sur ce match donc face à Angers. Regardez le message d'un supporter, Inashi88. Je parlerai des changements pour mon tacle par derrière, des changements tardifs. Tu les fais 5 à 10 minutes plus tôt. Eh bien, il y a moyen d'égaliser plus tôt et d'avoir une fin de match de folie avec peut-être les 3 points à la clé. Mais bon, 1 point vu l'entame de match, c'est déjà pas mal. Je vous vois, vous êtes en train de gesticuler là. Sylvain. Mais ça va, au final, les changements, ils ont été payants, ils sont revenus dans le match. Et sincèrement, sur la deuxième période, moi, à 2-1, pendant très longtemps, je me dis, bon, bah voilà, ça va se terminer à 2-1. Et puis, il y a l'éclair de Michelin, le centre, la défense qui s'oublie, on ne monte pas sur Michelin, on oublie Kalimundo, deuxième poteau, et ça fait 2-2. Donc, les entrants, ils ont fait la différence, comme ils l'ont fait encore à Saint-Étienne. Donc, c'est toujours facile de critiquer dans ce sens-là, parce que sincèrement, c'était compliqué pour le Racing. Alors, oui, 10 minutes plus tôt, peut-être que tu gagnes 3-2. Je ne suis pas convaincu par ça. Il n'y en a aucun d'entre vous qui aurait fait les changements un peu plus tôt. Vous ne trouvez pas que les changements ont été un petit peu tardifs? Sérieux? Franck, Johan, Rémi? Moi, pas forcément. Après, on n'était pas bord terrain. Je ne peux pas juger de la fatigue ou si quelqu'un avait un petit pépin. Donc, non, c'est compliqué de prendre Est-ce qu'il ne voulait pas garder l'équilibre parce qu'on avait quand même une maîtrise sur le jeu, hein. Faut regarder la fin du match. Alors, tu ne veux pas tout changer et puis perdre l'équilibre de ton équipe. C'est tellement fragile. Mais après, voilà, je voudrais aussi dire sur les 2 matchs là qu'on a eu une bonne rentrée de Michelin. On n'a pas souligné, mais 2 passes D sur les 2 dernières rentrées. On va en reparler tout à l'heure, mais tu as raison de le souligner. Bon, on a terminé ce mini débrief face à Angers. On va s'attarder maintenant sur la victoire face à Saint-Étienne. Victoire donc 3-2. Regardez les statistiques, 66% de possession de balle pour Saint-Étienne, 18 tirs pour Saint-Étienne, 9 pour Lens, 4 tirs cadrés seulement pour les Verts, 5 pour Lens. Et donc, côté passe, alors là, c'est impressionnant, 521 pour Lens et seulement 286 pour les 100 et or. Pouvons-nous dire que c'est l'un des matchs, on va dire, les plus compliqués à l'extérieur que l'on a joué, Rémi? Oui, parce qu'on est face à une équipe de Saint-Étienne qui joue un peu sa survie. Le Saint-Étienne de cette saison fait un peu penser, à toute proportion gardée, au RC Lens de 2007-2008, c'est-à-dire une équipe qui est plutôt à la base pour jouer la première partie de tableau et qui se retrouve à jouer le maintien et qui n'a pas forcément réussi à incorporer dans son effectif le mental pour se préparer à cette situation. Donc, on a des joueurs de qualité en face, mais en même temps, l'état d'esprit qui n'est pas forcément là tout à fait et ça manque un petit peu. Donc, on a vu face à cette équipe de Saint-Étienne que ça a été un match qui était quand même pas évident. Je veux dire, on a eu peur jusqu'au bout, hein. Même quand tu mets le 3-1, finalement, tu en prends un derrière et tu as encore quelques secondes jusqu'au moment où il y a le coup de sifflet final. Mais je veux dire, réussir à gagner là-bas à Saint-Étienne face à une équipe qui est justement
dans cette configuration de fin de saison. Je trouve que c'est quand même un résultat mérité, cohérent, mais c'est vrai qu'on a quand même eu un peu plus de peur que d'habitude. Peut-être que les statistiques sont largement en faveur du Racing, mais tu as quand même 10-15 dernières minutes où tu es un peu moins serein. Lens. Attends, ouais, je voudrais poser je sais pas, tu m'as dit que tu étais à Saint-Étienne. Il y avait pas mal d'absents, non, côté Saint-Étienne aussi, non, ou pas? À Saint-Étienne, alors attends que je ne dise pas de bêtises, il manquait Kazri. Mais bon, Kazri qui n'est pas forcément brillant depuis le début de la saison. Le petit Neyou, il avait un petit souci physique, donc il est juste entré en fin de match. Et lui, dans l'entrejeu, il fait mal. Et après, non, c'était la principale absence. Il y avait Amouma aussi. Amouma qui n'était pas là. Voilà, c'était les principaux absents. Mais après, il avait fait le choix côté de offensif, mettre Cador sur le banc. Bouanga a débuté sur le banc parce qu'il n'y est pas trop en ce moment. Modeste, qui est arrivé de Cologne en prêt, il marque pas. C'est un peu le Jonathan David du début de saison à Saint-Étienne. Donc, il a débuté aussi sur le banc. Donc, il y avait quand même quelques joueurs importants sur le papier de cette équipe stéphanoise qui n'étaient pas dans le 11 de départ. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Lens en bloc bas en première mi-temps. Est-ce que, Sylvain, c'est un choix tactique ou Lens a subi plutôt la tactique de Saint-Étienne, le fait qu'on soit en bloc bas? Je pense que de toute façon, maintenant, sur certains matchs, Francaise demande à ses joueurs pas d'être prudents, mais pas de se jeter à l'abordage. Donc d'être bloc médian et d'être sage. Mais le souci, c'est que Saint-Étienne a été bon. C'est-à-dire que l'équipe en face, elle a le droit d'être talentueuse parce que c'est quand même une équipe qui a resté avant de perdre à Lorient en fin de match de Buzyn sur une série de 5 matchs sans défaite. Donc, elle est en train de reconstruire quelque chose. Et moi, hier, j'ai aimé le petit Aouichiche dans la construction du jeu en première période. C'était vraiment bien. Le petit Charlaby, il a pesé tout au long du match sur la défense lensoise. Donc, au bout d'un moment, tu as quand même un adversaire qui a le droit d'avoir du talent et qui a le droit de proposer des choses. Et j'ai été surpris parce que cette équipe a été capable d'apporter, notamment avec Kolo Djezak et Debuchy, qui rentraient souvent dans le cœur du jeu pour mettre des bons ballons dans la surface de réparation. Donc, je pense qu'ils ont plus été gênés qu'autre chose par cette équipe stéphanoise. Alors, comment expliquer Excuse-moi, Johan. Vous avez peut-être... Non, moi, je disais que j'avais plutôt l'avis inverse. Moi, je pense que Lens, c'est quand même une équipe qui a eu l'habitude d'aller chercher, un peu plus haut, d'aller contrecarrer un peu les plans des équipes adverses. Et là, j'ai eu l'impression qu'ils ont laissé le ballon à Saint-Étienne. Et c'est vrai que quand on laisse le ballon à des joueurs de Ligue 1, surtout à Saint-Étienne, comme vous le disiez, il y a quand même quelques bons joueurs. Effectivement, c'est beaucoup plus facile pour eux de trouver les décalages, de faire le jeu. Donc, je pense que moi, Franck avait peut-être l'idée de laisser de l'espace derrière le dos de la défense centrale qui ne va pas très très vite. Donc, l'idée, c'était plutôt de récupérer le ballon bas et pour laisser de l'espace derrière la défense adverse et contre-attaquer vite par rapport à ça. Et voilà, mais quand on est comme ça, on est OK pour laisser le ballon et subir un peu les assauts de l'équipe adverse. Comment expliquer les nombreux déchets dans le jeu lensois, Franco ou Rémi? Est-ce que vous pouvez m'apporter une réponse à ça? Ok, d'accord. Non, mais après, c'est les déchets. Ouais. Alors, est-ce que c'est par rapport à la pression adverse? Parce que, comme a dit Sylvain, Saint-Étienne a bien joué aussi. C'était un match correct de Saint-Étienne. On a eu beaucoup plus de réussite qu'on aurait pu avoir sur certains matchs, qu'on a eu sur certains matchs. Donc, non, je pense que les déchets, c'est peut-être une prise de risque ou un pressing un peu plus important des joueurs adverses et tout. Rémi, l'absence de Doucouré et donc Gaël Kakuta, peut-il expliquer ce déchet technique, notamment au milieu de terrain, à ton avis? Tu as un impact physique moins important, c'est évident. Mais moi, je penserais plutôt peut-être du côté de Saint-Étienne, justement. C'est l'hypothèse de se dire que finalement, on a aussi des joueurs qui ont essayé de contrecarrer le plan du Racing et qui ont essayé de faire en sorte que qu'il y ait plus de déchets de notre côté. Il y a eu de la pression. Je veux dire, c'est vrai que les 10-15 dernières minutes, on était un peu moins à l'aise que sur d'autres matchs. Il y a moins de maîtrise, je serais tenté de dire à ce moment-là. On a eu peur du 2-2, alors que sur d'autres matchs, on sent qu'on était peut-être plus serein. Donc, il y a peut-être les absences d'un côté, mais après, je veux dire, la présence de Cahuzac au milieu de terrain, il y a eu d'autres matchs où il était présent et ça s'est très bien passé. Donc, je ne suis pas forcément à me dire que ce soit forcément qu'une question de joueur. Johan Lachor.
Ouais, je reviens moi sur la disposition de l'équipe de Lens. C'est-à-dire que si tu es bloc bas, black médian, où tu as plutôt tendance à subir, quand tu ressors le ballon, tu as moins de joueurs devant. Et forcément, pour pouvoir jouer collectivement et avoir la maîtrise, il faut quand même avoir des points d'appui. Si tu n'as plus de points d'appui, si tu en as un ou deux, c'est beaucoup plus difficile. Alors que quand tu joues et que tu as quand même une possibilité d'avoir 4 ou 5 joueurs devant toi, c'est beaucoup plus facile de trouver les enchaînements collectifs. Sylvain Charlet. Mais je trouvais d'ailleurs, notamment en première période, enfin même en deuxième d'ailleurs, sur les ressorties de balles, ils ont manqué de justesse et de réalisme. Je pense que ce match, ils auraient pu le tuer beaucoup plus tôt. Même en première période, ils auraient pu réussir à le tuer. Mais je ne sais pas, ils étaient mal inspirés sur certaines passes, en fait, sur certaines passes en profondeur pour casser les lignes, parce que tu l'as dit, Johan, en première période, moi, ce qui m'a marqué, c'est que les deux meilleurs récupérateurs stéphanois, ils avaient tendance à être aspirés. Et comme en plus, ces deux derrière, ces deux grands gabarits assez lents, il y avait vraiment de la place dans l'intervalle et dans le dos des deux centraux. Et je trouvais que là-dessus, ils avaient manqué de justesse pour tuer la rencontre en première. Et ils avaient les opportunités alors qu'ils se faisaient bouger par Saint-Etienne. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on a encore été mis une fois de plus en difficulté. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que pour vous, ça serait, je ne sais pas, un manque de puissance physique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est souvent en danger sur les coups de pied arrêtés? Franck? Pour moi, c'est le système. On est en zone. En zone, un mec, surtout dans la qualité des coups de pied arrêtés qui peuvent être frappés par les joueurs maintenant, ils la mettent à peu près où ils veulent. Et donc, un joueur lancé contre un joueur statique, il n'y a pas photo. Le joueur lancé, il va dominer, il va arriver lancé, il va être au-dessus. C'est le problème de la zone sur corner. Alors, tu quadrilles à peu près tous les points importants. Premier poteau, milieu du but. Le deuxième poteau, on a le temps de se retourner. Mais un joueur, il arrive lancé, il est dans le bon intervalle. Tu dois être dans la bonne zone, tu ne l'attrapes pas. Mais tu peux faire un mix des deux. Tu peux subir. Tu peux faire un mix des deux. Oui, bien sûr. Pour moi, il faut aller. Déjà, on n'en a pas. Et après, tu as un au premier poteau qui est libre et un dans l'axe qui vole sur le ballon. En fait, qui va au ballon, peu importe où il aille. Et après, le reste, c'est du marquage individuel. C'est ralentir le joueur, c'est couper sa course. C'est un duel physique. Et si physique, tu es statique et le mec, il arrive lancé, tu vas voir. Hein. Tu peux faire 2 fois son poids si tu arrives lancé. Parce qu'en zone, forcément, au départ, tu es statique, en fait, parce que tu n'as pas un mec à suivre. Tu n'es pas en mouvement, en fait, quand tu es en zone. Tu te mets une place dans la zone et tu ne bouges plus. Ce qu'on demande normalement sur les défenseurs en zone, c'est-à-dire qu'ils attaquent la zone qui est devant eux. Donc, ils doivent se mettre en mouvement au moment de la frappe, doivent se mettre en mouvement pour attaquer la zone qui se retrouve à 1 mètre devant eux, à peu près. D'accord, pour attaquer la zone où ils doivent défendre. C'est ça l'idée? Voilà, c'est ça l'idée. Ouais. En fait, ils sont pas vraiment statiques. Mais après, je rejoins Franck aussi. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu as un mec qui a 3-4 mètres d'élan. En plus, c'est souvent des beaux gabarits qui arrivent. C'est difficile de défendre sur des joueurs comme ça. Tu vas pas mettre. Si c'est Samaritano, t'as pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu prends Moukoudi, tu prends tout ça là. Mais après, je rejoins Sylvain. Ça arrive, il t'explose. Moi, je ne suis pas pour l'individuel pur non plus pour tout le monde parce que ça peut être assez compliqué à gérer aussi si tu as des blocs, si tu as des joueurs qui s'oublient ou quoi que ce soit. Par contre, il y a des mix qui existent et avec des zones importantes. Et après, tu quadrilles les joueurs forts de la tête adverse. Et je pense que ça, c'est plutôt intéressant. On va faire un petit peu du cas par cas là, pour ce débrief face à Saint-Etienne maintenant. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Tony Mauricio, Rémi Buisine? Ce silence veut tout dire. Voilà. C'est pas évident. C'est sûr que c'est en dessous de... En fait, il y a toujours eu la comparaison par rapport à Gaël Kakuta. C'est vrai que tu te dis que tu penses à ce joueur-là, quand il est absent, son remplaçant, il n'est pas forcément du même niveau. C'est pas une insulte de dire ça, mais après, il aurait pu faire une passe décisive pour Sotoka en seconde mi-temps. Il a quand même été précieux à certains moments. Il fait un match correct en soi, mais c'est sûr que ce qui fait que souvent on parle de la Kakuta dépendance, c'est parce que je pense aussi que le joueur qui peut le remplacer est quand même de plusieurs niveaux en dessous
Gaël Kakuta. Après, ça reste quand même un bon joueur, hein, mais il y a une comparaison qui se fait à chaque fois et qui est toujours un peu délicate. Mais après, il fait son match. Franck, sur la presta de Tony sur ce match. Juste, ça va durer 2 secondes. En fait, non, mais Tony Mauricio était meilleur que Gaël Kakuta au match précédent. Johan, tu es d'accord avec ça? Oui, après, c'est pas évident pour lui, quoi. Je veux dire, il joue pas de la saison, il fait des bouts de match. L'année dernière, c'était un joueur hyper important. Je pense que dans sa tête, ça doit pas être facile. Il n'a pas les qualités de Gaël non plus. C'est pas le même style de jeu. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, et sans brusquer les égos de certains joueurs, parce qu'encore une fois, la mentalité de l'équipe est vachement importante, mais c'est un gars comme David Pereira, c'est un jeune que j'ai côtoyé au club. Ouais. Et pour le coup, c'est un super joueur. Enfin, j'ai grand espoir sur lui. Et voilà, moi, j'aimerais bien, parce que je pense que l'histoire de Tony à Lens, ça risque d'être compliqué. Et un mec comme David, je pense que ce sera à lui de prendre un peu la suite, quoi. On va en reparler justement de ce jeune joueur. On va s'y attarder dans quelques instants. Pour le moment, j'aimerais qu'on parle de Arnaud Kalimuendo, encore décisif sur son seul tir de la rencontre. Voir, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on a justement une petite stat d'Optagent. C'est Alors ça, c'est spécial Sico. Ça, c'est pour notre Sico. Alors, Optagent, il nous a sorti comme stat. Alors, Arnaud Kalimuendo a marqué donc 6 buts en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur né au 21e siècle dans les 5 grands championnats européens. Voilà la stat d'Optagent. Messieurs, Arnaud Kalimuendo, moi je vais vous donner des stats beaucoup plus classiques, avec donc un but, 78% de passes réussies, 25 ballons touchés pour Kalimuendo, un penalty obtenu et 5 duels gagnés. Il a tout d'un grand. Lancer des fleurs, allez hop. Messieurs. Allez, vas-y, lance des fleurs à Kali. Oh non. Alors, pour ceux qui écoutent et qui ne regardent pas l'émission, sachez que là, on est sur Google Meet et Franck Quedreux a mis un fond avec des jolies fleurs derrière lui. Ça fait un petit peu... Ouais, ça fait un petit peu, quoi. Voilà. Soirée. Il va être content, Kali. Il va adorer Kali. Alors, on vient plus aux soirées? Allez, Arnaud Kalimuendo, Sylvain Charlet. Moi, je trouve qu'il joue déjà comme un avant-centre de, je sais pas, de 27-28 piges, en fait. Il est juste, il est costaud sur les cannes et là, voilà, il marque 2 fois. Il avait été moins décisif là, depuis quelques matchs. Mais là, il a trouvé cette justesse dans les déplacements, puis cette justesse face au but. Donc, non, c'est bien, il confirme. Je rappelle simplement qu'il n'a que 19 ans. Donc, j'espère pour lui qu'il pourra participer à l'Euro avec les espoirs. Et peut-être qu'il ira encore derrière aux Jeux Olympiques avec cette sélection. Là, c'est bientôt, là, c'est à la fin du mois, là, la phase de groupe. Et non, c'est bien pour un joueur de 19 ans. Il marque, mais on peut lui donner presque une passe D avec le penalty qu'on crée. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'on a une chance de le conserver, Kalimuendo, là? Parce que là, ça me paraît super compliqué vu ses prestats. Hein. Rémi? Je crois que du côté parisien, ça va dépendre s'ils arrivent à garder Moïse Kean la saison prochaine. Notamment, je crois que les 2 destins sont liés. Mais après, il peut y avoir on sait qu'aujourd'hui, le Racing a la possibilité de pouvoir lever l'option d'achat. Après, il faut mettre l'argent dessus. Et quand on voit le profil du joueur, son âge, sa marge de progression, on peut penser que c'est quand même un investissement assez rentable, dans le sens où si le Racing Club de Lens lève l'option d'achat pour le joueur, si le Paris Saint-Germain veut le racheter immédiatement ou plus tard, ils devront le racheter plus cher. Donc, lever l'option d'achat. On sait à combien elle est, l'option d'achat ? Après, Paris peut très bien dire on le récupère l'été prochain, quoi. Mais le joueur pourrait très bien se dire aussi, je veux faire une saison de plus ou 2 avec le Racing avant d'être prêt pour le Paris Saint-Germain. Avec le Racing, il peut avoir une chance d'avoir un temps de jeu quand même très peut-être même encore plus important la saison prochaine, qu'il n'aura pas obligatoirement avec le Paris Saint-Germain, où il ne jouera pas forcément les grands matchs, où il sera forcément un peu à l'écart. Donc, le Racing a vraiment un coup à jouer, je pense, là-dessus. Et le deal qui avait été calé entre le Paris Saint-Germain et le Racing en début de saison était assez intelligent pour les 2 clubs. À votre avis, combien ça vaut, Kalimuendo? Aujourd'hui, c'est au moins 10. Hein. Ouais, c'est du 10-12 millions. Hein. Ouais. Alors après, au moins, c'est un attaquant. Hein. Un attaquant de 19 Moi, j'allais ans. dire 9. Johan, à ton avis, c'est 10 millions, c'est 9-10 millions, Kalimuendo aujourd'hui?
Écoute, j'ai du mal à me faire une idée sur le prix du marché. Moi, je pense qu'il faut 1 million lui par laisser but. encore un petit peu de temps. Mais par contre, effectivement, je pense que Lens a tout intérêt, en tout cas, à lever l'option parce que, comme le dit Rémi, c'est un vrai investissement pour la suite. Il a toutes les qualités d'un grand. Est-ce que ça vaut 10-12 maintenant? Je suis un petit peu sceptique, on va dire, mais Il voilà. faut Après, confirmer derrière. voilà, je connais pas trop le Ouais. prix du marché, donc je peux Mais- pas. mais les gars, tu rames. Et- Tu rames et après les une plus belle marqués, saison à Guingamp. Bon, après, il était titulaire quasiment toutes les semaines. C'était quand il est parti à Mönchengladbach, c'était 10 millions d'euros. Hein. Ouais, mais bon. Et les prix du marché, il faudra voir aussi, parce qu'il y a le avant et l'après-Covid. Hein. On verra un peu cet été comment ça se passe. Hein. Je veux dire, avant, on avait un marché qui s'enflammait. Et tu aurais pu dire que Kalimundo, il aurait pu être vendu en Angleterre 30 millions d'euros. Maintenant, je ne sais pas Pour si. moi, 6. 6. 6, pas millions. plus. Non, pas plus. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. 6-7 millions, pas plus. Il est international espoir. 10. Il vient Ouais, du mais- Il PSG. n'est pas expédié, il confirme. Il n'est pas tout le temps titulaire à Lens. Il n'est pas indiscutable. Donc, pour moi, 6 millions, je pense que c'est un bon compromis. Et s'il y a une option d'achat à ce prix-là, mais c'est très correct. Allez, stop, on arrête. Ce serait On un arrête le cadeau. sujet. Mais l'option d'achat, elle n'est pas à ce prix-là, de toute façon. Ah non, ce sera beaucoup. Pour moi, Non, c'est je au moins pense 10. pas. L'option d'achat, elle n'est jamais à 10, c'est pas possible. L'option d'achat, elle a été définie en début de pas. saison. Ah oui, non, mais tout est défini. Les deux chiffres sont définis. C'est pas évolutif. C'est-à-dire qu'il y a déjà Donc, un accord. Ça, donc, ce que je peux te dire, moi, j'ai pas les chiffres, mais ce que je peux te dire, c'est que le chiffre, il est défini. Lens sait combien il doit poser sur la table pour lever l'option d'achat. Et Paris sait déjà, dans un délai très très court, combien il doit poser sur la table pour acheter le joueur. Mais personne ne donne les chiffres. Non, pour l'instant, j'ai pas les bons interlocuteurs. Personne ne veut parler. C'est évolutif en fonction des performances. Non. Parce que Enfin, non. moi, je me suis déjà posé la question parce que moi, par exemple, sur le coaching de Francaise, il n'y a rien à redire depuis le début de saison. Mais moi, je m'étais quand même posé la question à un moment donné sur le temps de jeu d'Arnaud Kalimundo qui était quand même plutôt faible par moment par rapport à ses performances, où des fois il jouait juste 15-20 minutes par-ci par-là alors qu'il se montrait quand même assez régulièrement décisif. Et je me disais, mais finalement, est-ce que c'est pas une occasion aussi de le préserver pour pas qu'il soit trop décisif et que sa cote monte? Je me suis posé quand même la question à un moment ou à un autre, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas les tenants et aboutissants non plus des clauses. Et la question se posait quand même légitimement, je trouve. Dis-toi bien que là, on est sauvé. Dis-toi bien que là, on est maintenu. Donc, ils vont pas le faire jouer si c'est évolutif. Allez, messieurs, on enchaîne avec justement le jeune joueur dont tu parlais tout à l'heure, Johan, David Pereira da Costa, qui marque donc son premier but en Ligue 1. Peut-il entrer, selon vous, d'ici la fin de saison, dans la rotation avec les joueurs pros là? Comme moi je le disais, je pense que ça aurait été une suite logique à Gaël. Il a des qualités de percussion, des qualités techniques, il a les qualités du milieu offensif moderne qu'on voit dans les grandes équipes. Je pense que ça aurait été judicieux de le faire rentrer pour lui donner de l'expérience. Maintenant, il y avait aussi la gestion du Catoni qu'il fallait prendre en compte pour la gestion de l'effectif global. Donc, je pense que Franck, en vue de la saison, a réussi à gérer ça. Et en tout cas, pour moi, David a toutes les cartes en main pour être un grand milieu off dès la saison prochaine. Alors, on avait eu un message, Aléadine Yaya, qui nous disait c'est simplement le meilleur joueur jeune qu'on a en ce moment. Il croit beaucoup en David. Sylvain? Moi, j'attends simplement aussi, mais c'est normal, ça va être dans l'évolution du joueur. Il va falloir qu'il s'étoffe physiquement, hein, parce que je le trouve un peu frêle là pour l'instant. Hein. Moi, il me fait penser un peu physiquement au petit Lillois Liadji. Pour moi, il n'est pas fini pour le haut niveau. Tu vois? Ouais, mais j'aime bien faire des références lilloises. J'aime beaucoup. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas du tout. Travail, tu vois. J'aime pas. Johan? Non, je disais, il a 19 ans, il faut qu'il travaille. Et c'est là ce qu'on appelle la post-formation. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui sortent de la formation, donc qui sont en National 2, des joueurs qui ne sont pas encore titulaires indiscutables chez les pros, et là, ils sont en pleine période de travail. Donc, l'idée de le faire rentrer régulièrement et un peu plus souvent, c'est justement de l'étoffer, de lui faire acquérir l'expérience et qui devienne un peu plus solide. Mais voilà, ça, ce sont des phases, je dirais, logiques dans toute progression des jeunes. Quel âge il a, da Costa? 19. Il a 20 19 ans, c'est un 19 ans. 2002.
19 ans. Ok, eh ben, affaire à suivre sur ce jeune. En tout cas, on croit beaucoup en lui. Lens, donc seul 5e de Ligue 1. Eh oui, on est content. Est-ce qu'on peut croire en ce rêve fou de garder cette 5e place? Petit tour de table, oui ou non, avant de débattre. Franck Quedru. Oui. Rémi Buzine. Oui. Sylvain Charlet. Oui. Et Johan Lachor. Oui. Alors, pour vous donner 2 petites stats intéressantes. Lens n'a pas perdu lors de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1, ce qui est quand même pas mal. Et Lens n'a perdu qu'une seule fois sur ses 11 derniers matchs. C'était contre Nice. C'est quand même plutôt encourageant pour cette fin de championnat. Bah, Rémi. En fait, c'est encourageant d'un côté. Enfin, je veux dire, de match en match, on prouve que c'est pas un hasard que cette 5e place, ou en tout cas que ce haut de tableau, c'est aussi une évidence de tout ce qui est fait depuis le début de saison, la qualité de jeu, le collectif, les performances du Racing. Voilà, au début de saison, on pouvait se dire, bon, voilà, est-ce qu'on est en sur-régime, etc. Aujourd'hui, quand on est là à 10 matchs de la fin, il y a quand même quelque chose. Par contre, sur la fin de saison, tu peux quand même te dire quelque chose. Tu as un calendrier qui est quand même très compliqué sur le mois de mai, où tu joues quasiment que les cadors du championnat. Et à ce moment-là, ça va être un peu compliqué quand même de pouvoir… sachant qu'en plus, on voit que le titre, c'est extrêmement serré. Donc, on ne pourra pas se dire forcément, est-ce que le PSG, Lille, ils vont lâcher l'affaire un peu plus tôt. Le championnat va peut-être se jouer à la 38e. Donc, c'est compliqué par rapport au calendrier. Et donc là, tu passes la balle à Franck Quedru. En fait, il l'a dit, c'est ce que j'allais dire. La fin de saison, elle est… Parce qu'on va jouer des équipes qui ont un objectif énorme. On va jouer, je crois, les 3 équipes au-dessus déjà. Monaco. Tu peux dire tout le monde devant. En fait, tu joues. Bah ouais, en fait, on joue les 4 derniers, c'est les 4 qui sont devant. Et tu reçois Metz Donc, aussi, qui est 6e. Ouais, mais est-ce qu'on joue pas mieux contre les plus grosses? Est-ce qu'on joue pas mieux? Mal. On joue mieux mais contre bien, les plus grosses. tu vas être arbitre. Tu vas être arbitre de la course au titre et peut-être arbitre aussi de ta 5e place européenne. Et puis en plus, qui peut être génial. C'est parce que c'est pas des matchs. Il n'y a aucun match qui va être facile. Ça, c'est clair. Ah non, non. De toute façon, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de match facile. Tu peux le rendre facile, mais au départ, il n'y a pas de match facile. Mais... C'est ce que j'allais dire. Johan, un mot sur cet éventuel, ce rêve fou que de garder cette 5e place. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, hein, parce qu'encore une fois, Lens, c'est ce qu'on disait en préambule, est quand même l'équipe la plus intéressante, mis à part les 4 premières, mais qui est quand même la plus intéressante de ce qui suit. Je suis plutôt déçu de la qualité de jeu et de ce que proposent les autres équipes. En tout cas, je ne vois pas d'autres équipes qui pourraient voler cette place-là à Lens. Maintenant, voilà, il y a 4 matchs contre les gros, mais on a déjà battu Monaco, on a battu Paris, même si c'était pas forcément la même équipe. Mais moi, je pense qu'on est en position de force et qu'on est lancé. Allez, pour clôturer, ensuite on passe Paris avait une meilleure équipe quand ils sont venus à Lens que quand ils ont été à Bordeaux. Juste cochez bien cette date. Cette date, la date du 8 mai. 36e journée, le derby. 36e journée, le derby. Il pourrait s'en passer des choses ce soir-là. Et avec pas tous en même temps. Rémi Comment? Non, il est là. J'ai pas entendu. Rémi, sur le derby. En fait, ce qui peut être intéressant sur ce derby, c'est qu'en plus de ça, c'est un match décisif, mais on pourrait peut-être imaginer un retour du public dans les stades à cette période-là. Enfin, c'est quelque chose qui est aujourd'hui envisagé. C'est encore un peu tôt de le dire, parce que là, on est début mars, l'évolution de la situation épidémique. Tu vois, d'une semaine sur l'autre, tu dis on confine, la semaine d'après, tu dis on confine pas, parce que tu sais pas trop comment ça va se passer. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est envisagé qu'il y ait un retour du public dans les stades vers la mi-avril, fin du mois d'avril. Donc, ouais. Bon, ne portons pas la poisse. Non, mais on a le droit d'y croire. On a le droit d'y croire. Tu te dis, ce serait génial. Voilà, si tu es positif, tu te dis, waouh, c'est grandiose. Tu vois, en début de saison, il y avait 5000 spectateurs. C'était déjà quelque chose. Tu peux peut-être au moins imaginer ça. T'imagines le retour du public officiel pour le derby? Ouais, c'est grandiose. Ce serait extraordinaire. Allez, messieurs, on enchaîne. On va passer à l'actu Lens Foot. Alors, pour vous, quel doit être donc l'objectif prioritaire du Racing Club de Lens désormais? Voilà une bonne question. Avant de connaître votre réponse, messieurs, on va regarder ce que pensent les supporters qui ont voté sur lensois.com.
Alors, juste continuer à se faire plaisir, à progresser, gagner un maximum de matchs et on verra bien où ça nous mènera. C'est 74% des votes. La Coupe de France, en nouvel objectif, c'est 13%. Et accrocher une place européenne via le championnat, c'est 13%. Tour de table pour vous, messieurs, entre ces trois choix, vous votez lequel? La Coupe de France, la place européenne ou alors juste continuer à kiffer? Franck Quedru. Aucun des trois, moi. Ok, d'accord. Next. Rémi Buzine. Le discours officiel, c'est de dire continuer à kiffer. La réalité, c'est la place européenne. Je pense qu'ils en ont conscience aujourd'hui. Toi, tu votes quoi? La place européenne. Yoann Lachor. Selon toi? Place européenne. Place européenne. Sylvain Charlet? Juste le kiff parce que l'Europe, ce serait pas une bonne chose. Alors, Franck Quedru, pourquoi tu as dit aucun des trois? C'est quoi selon toi? Préparer la saison prochaine. Et ils le font là. Ils y sont là. T'es serein. Mais les deux. C'est pour ça, t'es serein. Donc tu prépares ta saison et ta saison d'après parce que tu sais que tu vas sûrement perdre un ou deux joueurs et qu'il va falloir trouver les joueurs dans le bon état d'esprit et tu les trouves pas comme ça. Ils vont rentrer dans le moule tout de suite et donc voilà, préparer aussi des petits jeunes. Tu vois, on parlait de David Pereira, donc de le faire peut-être un peu plus jouer, qu'il gagne en expérience et qu'il puisse rentrer peut-être l'année prochaine dans le roulement des milieux. Comme a dit Yo, Tony Mauricio, il va pas rester, il va vouloir jouer et être titulaire dans une autre équipe. Donc ça, c'est un joueur qu'il faut préparer. Donc c'est préparer dès maintenant. Tu as les gros matchs, tu as les grosses trucs. Et là, les gros matchs comme ça, c'est en expérience pour un jeune, c'est énorme. L'objectif du kiff, quoi. Voilà, maintenant, tu vas Alors, un peu en on roue peut dire libre. ça, mais bon, là, kiffer, mais en préparant l'avenir, ouais. En préparant la saison prochaine. Sylvain, tu es d'accord avec ça? Avec l'argument de Franck? Oui, je pense que le plus important, c'est un des avantages d'être déjà maintenu, c'est que tu peux déjà anticiper ton recrutement et la manière avec laquelle tu vas créer ton groupe la saison prochaine. Donc ça, moi, je trouve que c'est la clé. Et je le disais, c'est clair que c'est génial cette course à la 5e place. Mais sincèrement, moi, c'est pas ce que je souhaite au Racing. Moi, ce que je souhaite au Racing, c'est parce que la Coupe d'Europe, ça va être des matchs le jeudi, il va falloir enchaîner en championnat. Si en plus tu pars sur une mauvaise dynamique, il va falloir que tu t'enquilles des matchs de Coupe d'Europe septembre, octobre, novembre, ça va être une plaie. Donc, moi, je me dis que ça arrive trop tôt. Pour moi, l'exemple, c'est Brest, c'est Angers, c'est des clubs qui prennent le temps de se reconstruire pour s'installer durablement en Ligue 1. Et ça doit être pour moi la priorité du Racing. S'installer durablement en Ligue 1. On en a déjà parlé la semaine dernière. Voilà, s'installer durablement en Ligue 1. Après, si tu es européen, ça peut attirer des joueurs aussi encore plus. Ouais, mais l'Europa League, conférence de je sais pas quoi. Qui va vouloir venir pour jouer ça. Après, c'est un kiff pour les supporters, c'est un kiff, voyage si on peut voyager d'ici là. Mais sinon, je sais pas si ça peut être un argument de vente auprès d'un joueur. Tu sais, on va aller jouer à Tbilissi, on va aller jouer à Levante. Tu vois, je suis pas convaincu. La Ligue des Champions, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Même si je te rejoins complètement sur le fait que ce soit trop tôt, mais c'est quand même fou que on veuille plus jouer l'Europe, quoi. Enfin, on veut jouer l'Europe en même temps. Moi, sur ma carrière, j'ai 23 ou un peu plus matchs européens. Je m'en fous contre qui. Sur mon CV, j'ai 23 matchs européens. Les matchs européens, c'est quand même une autre sphère. C'est quand même sympa. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit tôt, mais tu vois comment c'est géré. Mais tu vois comment c'est géré par les coachs. Je reprends l'exemple lillois à Amsterdam. Il a beau dire qu'il fait pas de turnover, Christophe Galtier, mais il met quand même sur le banc Jonathan David, Benjamin André. Tu te dis, c'est un 16e final retour de Ligue Europe. Et pour beaucoup, ça n'a pas la même saveur que la Ligue des Champions. Non, mais encore une fois, c'est surtout qu'il avait un gros match contre Marseille juste après. Pas tous en même temps. Oui, mais donc l'Ajax, c'était pas le gros match. Pas tous en même temps, les gars. On comprend rien de ce que vous dites. Rémi. Après, par rapport à la croissance, tu vois un peu l'exemple de Strasbourg et Reims. Tu as derrière une qualification en Europa League et derrière, tu es éliminé rapidement. Du coup, tu casses peut-être une certaine forme de dynamique. Alors après, moi, je suis un peu partagé parce que est-ce qu'il faut faire comme Brest et Angers et devenir un club un peu de milieu de tableau? Mais au final, est-ce qu'un jour, ils arriveront à aller plus haut? Je ne sais pas. C'est ça où je me pose un peu la question. Est-ce que tu te contentes d'être un 10-12e pendant 10 ans? Ou est-ce que tu tentes
en ayant les résultats qu'il faut, évidemment, d'aller en Europa League et voir un peu comment ça se passe. Moi, j'irais quand même en Coupe d'Europe. Enfin, je veux dire, se poser la question d'y aller ou pas y aller, je veux dire, en début de saison, ce serait pas une question totalement absurde. Donc, si aujourd'hui, on a l'occasion d'y aller, il faut foncer. Après, est-ce que ça permet de retenir des joueurs ou non? La question, c'est quand même plutôt non. Enfin, je veux dire, financièrement, cette compétition-là, ça rapporte quasiment rien dans les caisses du club. Ça te fatigue énormément parce que tu te retrouves avec des matchs tous les 3 jours. Donc, si on y va, il faut mettre les moyens derrière. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester avec cette équipe-là la saison prochaine. Quand je dis cette équipe-là, c'est que tu as une bonne base, mais il faut renforcer le banc. Il faut espérer aussi qu'il y ait des jeunes qui montent parce que tu as besoin d'un effectif beaucoup plus consistant. Là où Reims et Strasbourg s'est cassé la gueule, c'est parce qu'ils avaient une bonne équipe, mais ils n'avaient pas forcément les joueurs pour faire le turnover. Et quand psychologiquement, profondeur de banc. tu fais une saison de fou et en début de saison, tu te fais éliminer au tour préliminaire, bah, ta saison, elle est un peu foutue parce que quand tu dois te remettre dans le contexte de rejouer une nouvelle saison et qu'au final, tous les efforts de la saison dernière, ils se sont ruinés sur un tour préliminaire où tu t'es fait taper par une équipe de seconde zone que personne ne connaît, bah, c'est très difficile de se remettre dedans. Et c'est ce qui s'est passé à Strasbourg, c'est ce qui s'est passé à Reims. Donc, attention de ne pas négliger les équipes biélorusses. Attention. Bon, allez, les messieurs, les copains, on passe au jeu des pronos. On enchaîne. Lance foot. Le jeu des pronostics. Alors, le jeu des pronos, tout le monde marque un point, sauf Alaeddine Yaya, Johan Lachor et Rémi Buzine. Non. Points au moins que je mets ou quoi? Je te mets à 12 points là. Non, mais tu rigoles, yo. Non, mais attends, tu veux que je sorte ton message? Tu veux que je sorte le message avec ton prono? Non, t'avais pas dit le bon prono. Arrête de vouloir m'arnaquer, salopard. Alors, s'il y a de la triche, moi je me fais encore arnaquer dans les arrêts de jeu. Attends, c'est le football, hein. C'est le football, hein. 2-1. oui, c'est pas 2-1. 2-1 à Angers. Bon, j'étais content qu'ils égalisent quand même. Là, je mets 2-1 pour Lens. Il va pas mettre petit Pereira un petit but et la main. Bon, n'importe quoi. Alors moi, ce qui est pas grave, c'est que je suis pas dernier déjà, c'est ça. Exactement. Le classement. Regardez le classement donc du jeu des pronos de la Dream Team de Lens Foot. Donc premier, mais attention, premier égalité, puisque Sylvain Charlet, mine de rien, il dit rien, mais il grimpe. Marque des points. Ouais. Il revient donc à la hauteur de Guillaume Gillet, leader de ce classement avec 14 points. Troisième, c'est la belle remontée également d'Alaeddine Yaya avec 10 points. Quatrième, oh là, je me demande si c'est pas les gendarmes qui arrivent. Comment il peut remonter, lui, il ne marque pas de points? Je crois qu'il y a les gendarmes qui arrivent. Les gendarmes. Attends, je te jure, il y a un truc qui est bleu là-bas. Bon, on va bien voir, je sais pas. Ah non, il tourne. Ok, excusez-moi. Dépêche. Donc Franck Quedru, 4e avec 9 points. Eric Sicora, 5e avec 8 points. 6e, Rémi Buzine avec 6 points. 7e, Walid Mesloub, 4 points. 8e, Johan Lachor qui marque, qui marque pas, mais qui a 3 points. Et Héloïse, la dernière arrivée, bien évidemment, 1 point. Mais je me demande quand même, vous savez quoi? C'est elle qui va payer, je te le dis. Moi, je crois qu'on va mettre automatiquement 2 points à Johan et à Héloïse. Parce qu'ils sont arrivés en retard. Je crois qu'on va leur mettre tout de suite 2 points. Je vais réfléchir, mais à mon avis… vu comment ils font des pronos, c'est cadeau. À prorata, je suis au moins 3e. Le vrai classement serait au prorata. Mais bon. Allez, prochain match, les amis. Les pronos, c'est parti. Lens-Metz. On a Eric qui mise sur un match nul 1-1. Walid Mesloub qui met 2-1. Johan Lachor, il va nous le dire. Yo, tu mises sur quoi? 1-0 pour Lens. 1-0 pour Lens. Sylvain Charlet. Alors, je viens de voir qu'ils auront 3 joueurs suspendus. Oukidja, 5 matchs, 111 et Kouyaté, 3 membres de la défense. Donc, je dirais 2-0 pour le Racing. 2-0 pour le Racing. Franck Quedru. 3-1. 3-1 pour le Racing, bien évidemment. Parce que je vois quand même Gay marqué pour Saint-Etienne. Rémi. 2-1 pour le Racing. C'est vrai que les absents en défense, ça va être… oui, ça a pesé. Kidja d'ailleurs qui a pété un plomb, hein, je veux dire. Ah oui, 5 matchs. Dans les images, 5 matchs. Ouais. Héloïse mise sur un 2-2.
et Guillaume Gillet sur match nul, un but partout. On termine ce lance-foot avec la compo probable, la compo d'Abdelhan. C'est parti, regardez, vous l'avez tous. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il voit en attaque Kalimundo Sotoka, Gaël Kakuta, le retour, Fofana Doucouré, également le retour de la paire, Aïdara et Klose, bien évidemment, le phénomène en piston droit, et puis nous avons Medina, Badé, Grady et Jean-Louis Lec dans les buts. Franck. Pour quel match, ça? Metz. Pour Lens-Metz. Ah, voilà. Et la coupe? Non? On s'en moque de la coupe. Non, on s'en moque de la coupe. Pour le moment, contre le Red Star, on s'en moque. On s'en moque. Okay. C'est pas l'objectif. Ok. Non, mais bon, parce qu'après, il y a peut-être une forme de rotation qui allait être... Eh oui, c'est sûr. Alors, je sais pas, sur le papier, ouais, ça a l'air pas mal, mais j'aurais fait jouer le petit Boura, moi. Le petit Boura? Et je crois que le petit Boura va jouer en coupe. Moi, je crois qu'Ismaël va jouer en coupe. C'est pour ça, s'il joue en coupe, c'est normal qu'il remette Aïdara derrière, dans son système de rotation. Après, j'aurais fait souffler Flo, moi. Alors, est-ce qu'il va souffler là en coupe? Il va souffler là? Oui, il va souffler en coupe. J'en sais rien. Moi, je pense qu'il va faire jouer Simon. Moi. Ouais. Simon avec Corentin. Simon avec Corentin en coupe. Parce que Corentin avait joué face à Nantes en coupe. Je le revois bien jouer en coupe, moi. Et c'est pour ça, la semaine prochaine, pourquoi pas Banza à côté de Sotoka? Et Kalimundo? Il vient de marquer en effet 2 fois en 2 matchs de championnat, donc il a peut-être un temps d'avance. Mais moi, ma seule interrogation, ce serait Banza Kali et Fofana Doucouré. Ils sont clairement devant Yannick Cahuzac. Donc, ce que tu me disais là, la compo que tu donnais, pour moi, elle tient. Ouais. Johan? Elle tient. Je te dis, mis à part, je pense qu'il va faire jouer Simon devant. Peut-être à la place de Flo. À la place de Flo, tu crois? Ouais, je pense que c'est possible. Il va faire jouer Simon. Après, voilà, tout dépend ce qu'il va faire en coupe et ce qu'il a envie de faire avec Kalimundo sur la fin de saison. Rémi, tu as des petits changements? Tu as des petits trucs à faire sur cette compo ou pas? Faudrait faire souffler Flo Sotoka, je pense, avec Banza, je pense que c'est bien. Ok, ça marche. Écoutez, on verra ça pour le prochain match face à Metz. Merci les copains de nous avoir suivis. Petit message également. Tiens, j'ai reçu pas mal de messages cette semaine de supporters qui vivent autour de Gérardmer. On est écouté, je vous dis, partout. C'est un truc de fou sur Instagram. Ils m'envoient des messages. Tiens, viens boire un petit coup. Tiens, si tu veux aller faire du ski, tu me le dis, je t'emmène là-bas. Donc voilà, je salue tous les fidèles supporters qui suivent Lens Foot du côté de Gérardmer et donc des Vosges. Ceci dit, partout en France. Hein. Ceci dit, allez visiter les Vosges, très belle région. Et puis continuez à nous suivre, bien évidemment, sur Twitter, Facebook, Instagram, Lens Foot, compte officiel. Tous les jours, on est là avec vous pour vous accompagner. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et surtout, vous avez passé du bon temps avec nous à regarder cet épisode. Likez avec le petit pouce sur YouTube. Et puis, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne et vous allez la voir sur lensois.com. À bientôt les copains, merci. Et puis moi je vais essayer de rentrer. Salut, abonnez-vous, il pourra payer tous les prestataires. Je vais te dire un truc, jamais de la vie. Allez, salut les copains. Salut, bonne soirée, salut.